C'est bientôt Halloween et étant féru d'horreur, je vous ai concocté une petite section pas piquée des hannetons pour vous divertir durant vos folles nuits de terreur. S'il est un style de film que j'affectionne tout particulièrement dans le genre horrifique, ce sont les films avec des écrivains. L'écrivain, objet de toutes les fascinations, est un personnage d'histoire très intéressant à développer puisqu'il représente souvent pour l'auteur une volonté de briser le quatrième mur et de se projeter en abîme à travers son œuvre. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un top 10 personnel, il est important de le préciser, de mes films d'épouvante horreur préférés incluant des écrivains. Et on commence tout de suite notre classement avec le numéro 10. Numéro 10, Sinister. Réalisé par Scott Derrickson, le mec qui a réalisé Doctor Strange, entre autres, Sinister raconte l'histoire d'Ellison, auteur de romans policiers interprété par un Ethan Hawke plutôt convaincant, qui emménage avec sa petite famille dans une nouvelle maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés mystérieusement pendus. Ellison va retrouver dans son grenier des bobines 8 mm contenant les images d'autres familles tuées. Il va vite comprendre qu'une entité systématiquement présente sur les pellicules menace sa famille. Alors, je vous le dis d'entrée de jeu, ce n'est pas mon préféré de la liste, d'où sa 10e place. Je le trouve même assez moyen pour être honnête, mais comme il fallait bien un 10e et que je pouvais pas faire un top 9, je l'ai intégré dans la liste. Donc pour parler du film, c'est un film un petit peu dans la veine des Conjuring et autres films d'horreur modernes. Il n'est pas dénué de qualité, on pourra notamment apprécier une ambiance glauque à souhait, une bande originale discrète mais de qualité, incluant notamment du Boards of Canada, très bon groupe au passage, et un suspense qui monte crescendo au fil de l'eau avec un final assez sympa, mais globalement le film est plutôt convenu. Il méritait de figurer dans ce classement, mais ce n'est pas celui que je vous recommanderai en priorité. Ténèbres, réalisé par Dario Argento, un réalisateur italien plutôt reconnu, notamment pour son film Suspiria, qui pour la petite parenthèse a fait l'objet d'un remake récemment par Luca Guadagnino, que personnellement j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande chaudement de voir. Le film Ténèbres raconte l'histoire de Peter Neal, écrivain à succès qui se rend en Italie pour faire la promotion de son nouveau best-seller intitulé Ténèbres, comme le nom du film. À peine débarqué en Italie, des meurtres sanglants s'enchaînent et semblent s'inspirer de son livre. Peter commence alors à mener l'enquête. Sorti en 82, Ténèbres est à la croisée des genres entre le giallo et le slasher dans la veine d'un Halloween. Je vais être honnête avec vous, le film a un petit peu vieilli, je ne suis pas un grand fan ni des giallo ni des slashers, je ne suis pas un énorme fan du cinéma de Dario Argento de manière générale, même son Suspiria m'ayant laissé quelque peu de marbre, même si je lui reconnais des qualités de réalisation évidentes. Cela étant, Ténèbres méritait de figurer dans ma liste, car il faut reconnaître qu'il est plutôt efficace dans ce qu'il entreprend. La musique du film est plutôt avant-gardiste pour l'époque, et le thème principal du film a d'ailleurs été repris par le groupe Justice, sous le titre Phantom si ça vous intéresse. Le scénario aux multiples ramifications s'avère plutôt surprenant, si on le remet dans le contexte de l'époque. Si vous êtes fan de slasher ou de giallo, ça reste quand même un incontournable. Numéro 8, La part des ténèbres, réalisé par le célèbre George Romero, notamment connu pour la saga des zombies. La part des ténèbres est l'adaptation d'un livre de Stephen King, vous allez voir, il y en a pas mal dans ce classement, et raconte l'histoire de Tad Beaumont, un écrivain qui produit des romans violents sous le pseudonyme George Stark. Un jour, un de ses lecteurs découvre la vérité au sujet de Tad Beaumont et de son pseudonyme et menace l'écrivain de tout révéler à la presse. Tad le prend de court et met en scène de manière symbolique la mort de son double littéraire George Stark. À partir de ce jour, une série de meurtres va avoir lieu, faisant de Tad Beaumont le principal suspect. Dès le début, le film nous plonge dans une atmosphère plutôt envoûtante. J'aime particulièrement la symbolique des oiseaux, qui me rappelle le film d'Hitchcock, Les Oiseaux, que j'aime beaucoup. Si je ne peux juger le film en tant qu'adaptation du livre, ne l'ayant pas lu, le film, sans être exceptionnel, se suit plutôt bien et le suspense se maintient jusqu'à la fin, avec un climax plutôt sympa. C'est un petit film sans prétention, pas un indispensable, et probablement pas le meilleur film adapté de Stephen King, mais personnellement j'ai plutôt passé un bon moment, à voir éventuellement. Numéro 7, Fenêtre secrète, réalisé par David Koepp et adapté d'une nouvelle de Stephen King, et oui encore. Tiré du roman Minuit 2, Fenêtre secrète raconte l'histoire de Morton Rainey, un écrivain à succès en pleine dépression, vivant reclus dans un petit chalet à la campagne après avoir vu sa femme coucher avec un autre homme. Morton se voit accusé de plagiat littéraire par un paysan du coin taciturne et antipathique, du nom très sympathique de John Shooter. Morton prétend quant à lui ne pas l'avoir plagié et suspecte plutôt John Shooter de l'avoir fait. John Shooter lui laisse alors un ultimatum de 3 jours pour prouver ses dires, sinon quoi, il en subira les conséquences. Adaptation particulièrement fidèle de la nouvelle Vue imprenable sur Jardin secret de Stephen King, cette fois je peux comparer car je l'ai lu. Fenêtre secrète possède bien d'autres qualités. Johnny Depp est plutôt bon dans son rôle d'auteur neurasthénique, de même que son alter ego John Shooter. Sans aller plus en avant dans le spoil, le film flirte avec le film nommé précédemment, La part des ténèbres, et met en avant le thème du double, cher à Stephen King, de manière très intéressante, je vous le recommande. Numéro 6, Crimson Peak, sorti en 2015 et réalisé par Guillermo del Toro, connu notamment pour Le Labyrinthe de Pan. Crimson Peak raconte l'histoire d'Edith Cushing, une jeune romancière qui a le don de voir les défunts et qui reçoit un avertissement troublant de la part de sa mère décédée, qui la met en garde contre Crimson Peak. Sur le coup, la jeune femme, alors encore enfant au moment des faits, ne comprend pas de quoi il s'agit. Plus tard, Edith, devenue adulte,
tombe éperdument amoureuse d'un baronnet dénommé Sir Thomas Sharp, avec qui elle emménage dans un manoir étrange et en piteux état, bâti sur un sol rouge composé d'argile. Très vite, Edith se rend compte que le manoir cache bien des secrets et que Thomas Sharp n'est peut-être pas si digne de confiance qu'elle le pensait. Si l'histoire se révèle plutôt conventionnelle, n'en reste pas moins haletante. Cela dit, le film vaut surtout le coup d'œil pour la qualité de sa photographie et de sa colorimétrie absolument magnifique. Chaque plan est l'occasion pour Del Toro d'en mettre plein les mirettes, et il en résulte une ambiance absolument savoureuse. Un film idéal pour une soirée d'Halloween réussie. Numéro 5, Le Festin nu. Probablement le film de ma liste le plus déroutant et le moins accessible à un public néophyte, Le Festin nu de Cronenberg, notamment connu pour ses excellents films La Mouche et Vidéodrome, est l'adaptation cinématographique du célèbre livre de William S. Burroughs, auteur réputé inadaptable, et raconte la mise en abîme kafkaïenne, psychédélique et hallucinatoire d'un écrivain junkie qui se shoot au poison anti-cafard, oui, vous avez bien entendu, et autres produits illicites. Et le résultat ferait passer le film Las Vegas Parano pour un film oui en vacances. Visuellement, on retrouve les thèmes chers au Cronenberg des années 80 et 90, et notamment une surabondance d'éléments organiques et visqueux. Avec ses envolées lyriques, sa réalisation impeccable et sa bande-son free jazz composée par un Howard Shore sous acide, aidé du talentueux jazzman Ornette Coleman qui nous donne tout de suite le ton du film, Le Festin nu n'est pas un film d'horreur ordinaire qui fait plutôt office d'ovni dans ce classement et ne conviendra peut-être pas à tous les spectateurs, vous êtes prévenus. Numéro 4, Chambre 1408, réalisé par Michael Avstrom, petit réalisateur sans prétention. Chambre 1408 est à nouveau l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King, encore, et raconte l'histoire de Mike Henslin, cartésien invétéré et auteur d'une sorte de guide Michelin pour maison hantée, qui est invité à visiter la chambre 1408 de l'hôtel Dolphin, réputé hanté par le diable, rien que ça. Croyant d'abord à une farce, il va se rendre compte que la chambre est réellement hantée, bouleversant par là même toutes ses convictions au sujet du paranormal. Le film n'a pas reçu une réception critique très bonne, mais c'est un film d'horreur en huis clos archi efficace, sinon je ne l'aurais pas mis en 4ème position. John Cusack porte tout le film sur ses épaules, puisqu'on voit quasiment que lui, et la montée en puissance du film est gérée de manière assez grandiose, jusqu'au climax explosif. Un petit film modeste mais qui réussit très bien ce qu'il entreprend. Numéro 3, Misery. Comment réagiriez-vous si vous étiez un auteur à succès séquestré par une fervente admiratrice qui souhaite vous faire retaper tout un manuscrit qu'elle juge mauvais? C'est ce qui arrive à ce pauvre Paul Sheldon, écrivain à succès qui, après un accident de la route pendant une tempête de neige, se réveille alité, les jambes broyées chez une femme qui se présente d'abord comme une admiratrice invétérée mais dont le comportement se révèle assez vite étrange et complètement erratique. Réalisé par Rob Reiner, connu pour Stand By Me ou Princess Bride, et également adapté d'un roman de Stephen King, Misery est un excellent film terriblement anxiogène et porté notamment par la performance magistrale de Kathy Bates dans le rôle d'Annie Wilkes, la femme qui séquestre le héros du film, et qui a notamment obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle en 1991, tout simplement l'une des meilleures adaptations de Stephen King encore à ce jour, avec une maîtrise du suspense qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin du film. Numéro 2, L'Antre de la Folie, réalisé par le maître de l'horreur en personne, John Carpenter. L'Antre de la Folie est le troisième volet de son triptyque Apocalypse trilogie, précédé des très célèbres The Thing et Le Prince des Ténèbres. L'Antre de la Folie s'inspire grandement des univers créés par King et Lovecraft, sans être une adaptation stricto sensu d'une de leurs œuvres, et raconte l'histoire de John Trent, un enquêteur d'assurance chargé d'enquêter sur la disparition d'un célèbre écrivain spécialisé dans les livres d'horreur du nom de Sutter Kane. Bientôt, John Trent va se rendre compte que les livres de Sutter Kane prennent vie dans un monde réel, révélant une vérité qui le dépasse de très loin. Que dire de ce film sinon qu'il est absolument génial, probablement l'une des meilleures mises en abîme du cinéma, et l'un des meilleurs films de Carpenter, avec une ambiance fantastique incroyable et un twist ending à vous retourner le cerveau. Je vous le recommande chaudement. Vous avez vu le numéro 1 arriver de loin, c'est normal, puisque c'est l'évidence même. Ai-je vraiment besoin de le présenter? Shining de Kubrick, classique parmi les classiques, raconte l'histoire de la famille Torrance, dont le père et mari Jack, écrivain et ancien alcoolique, est engagé comme gardien pour veiller sur l'hôtel Overlook durant la période d'hiver. Très vite, les membres de la famille Torrance vont se rendre compte que l'hôtel est hanté. Pour moi, l'un des meilleurs films d'horreur tout genre confondu, un excellent film de Kubrick, intelligent, profond, doté d'une photographie magnifique et innovante pour l'époque, avec des thématiques en filigrane abscons et ésotériques comme seul Kubrick savait le faire, mais également une excellente adaptation de Stephen King qui certes n'est pas tout à fait fidèle, le romancier lui-même l'ayant déploré, mais d'une qualité évidente bien meilleure que le téléfilm qu'a réalisé Mick Garris sous la houlette de Stephen King. Je ne vais pas m'épancher davantage, je pense que vous le connaissez déjà, si ce n'est pas le cas et si vous ne l'avez jamais vu, courez le voir, un must-see comme dirait l'autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous aura donné quelques pistes pour égayer vos folles soirées d'Halloween. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Rendez-vous le 31 octobre pour Back in Time numéro 2, spécial Halloween.